Nous vivons dans un monde sans boussole, en ce sens que le monde est complexe et que vous n'avez pas de leadership dans le monde qui soit capable de définir un sens de direction. Mais je crois que les idées mûrissent dans un certain nombre d'endroits sur les actions qui seraient nécessaires pour redonner un sens. Dans le mot sens, il y a à la fois l'aspect direction, mais il y a aussi l'aspect spirituel. Et je crois quand même que dans ce monde effectivement extrêmement complexe et désorganisé, il y a des ferments de redécouverte de sens dans les deux acceptions de ce terme. Ils sont hélas nombreux. Vous avez d'abord le commerce international, puisque la guerre commerciale est une sortie du multilatéralisme, et l'abus des sanctions sont un abus du multilatéralisme. Tous les mécanismes qui avaient été élaborés pendant la guerre froide dans le domaine de la sécurité ont été démantelés. Les États-Unis prennent leurs décisions de façon totalement unilatérale sans respecter les traités qu'ils ont signés. Et avec Trump se concentre sur une approche purement bilatérale, faire les fameux deals avec les uns et les autres. Donc pour le moment, effectivement, les ferments de désagrégation du multilatéralisme sont nombreux. Mais il y a aussi des réactions. Les Chinois, par exemple, sont de fervents défenseurs du multilatéralisme, mais ils voudraient redéfinir un peu les règles à leur avantage. Mais on ne peut pas vivre longtemps sans règles. Dans un monde extrêmement interdépendant, les règles sont indispensables. Oui, je dirais que oui, parce que les États-Unis ont une très grande expérience en matière de développement technologique, et ils ont aussi, ce qu'on dit moins souvent, une très grande capacité de combinaison des rapports privés-publics. C'est-à-dire que dans ces domaines-là, on est très loin du libéralisme théorique. L'État américain sait soutenir ces entreprises dans le domaine de la technologie. Et en ce qui concerne les Chinois, je pense que leur système politique leur permet d'élaborer des politiques extrêmement ambitieuses dans ce domaine, et avec des capacités aussi humaines. Le nombre d'ingénieurs, par exemple, qu'ils produisent chaque année, qui sortent chaque année de leurs universités, des ingénieurs souvent de très haut niveau. Donc ils ont à la fois les ressources en matière décisionnelle, en matière, disons, de planification, et les ressources humaines. Donc, en gros, je dirais que oui, ils combattent à armes égales. Les armes ne sont pas exactement les mêmes, mais je pense que les chances sont assez bien réparties. Alors, c'est pas seulement les armes nucléaires. Par exemple, dans la guerre froide, il y a eu tout un ensemble d'accords de maîtrise des armements, portant aussi sur les armements conventionnels, et les armements chimiques et bien d'autres. Alors, le domaine nucléaire est assez particulier. Alors, on pense surtout à deux cas pour l'instant. On pense à l'Iran d'un côté et à la Corée du Nord de l'autre. La question, c'est que pour que ces pays renoncent à l'arme nucléaire, il faut qu'ils gagnent quelque chose en échange. Et c'est toute la stratégie, par exemple, de Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, pour faire monter le prix le plus haut possible. Et dans le cas iranien, je crois que la méthode de Trump,
ce qui consiste à sortir d'un traité qu'ils avaient signé et à imposer des sanctions de plus en plus lourdes, a peu de chances de marcher. Bon, cette prolifération nucléaire, elle est lente. Elle ne conduit pas d'ailleurs toujours à la catastrophe. Par exemple, le Pakistan et l'Inde ont tous les deux l'arme nucléaire, et dans ce cas particulier, je pense que ça a plutôt un effet stabilisateur plus qu'un effet déstabilisateur. Mais je ne crois pas que dans ce domaine nucléaire, qui doit être regardé à part de toute façon, je ne crois pas qu'il y ait encore un dérapage alarmant. Ce qu'il faut, évidemment, c'est régler le cas de l'Iran et de la Corée du Nord, mais je ne crois pas qu'il y ait une situation dramatique pour demain. Alors, les conflits locaux au Sahel sont d'autant plus complexes que nous avons le démantèlement de la Libye, qui est un peu un point de départ dans cette affaire, et qu'il y a un certain nombre d'États qui sont faibles, comme le Mali, le Burkina Faso, et que cette faiblesse des États favorise évidemment l'extension des groupes terroristes. Alors, d'autre part, un autre facteur de complication, c'est que le terrorisme islamiste se nourrit aussi de tous les groupes mafieux, de trafiquants, qu'il s'agisse d'armes ou de toute autre chose, et que c'est ça qui fait aussi cette combinaison donc des États faibles ou trop faibles et de la rencontre des intérêts des groupes mafieux de toute nature qui explique la grande difficulté de la question. Alors, le G5 Sahel, il est trop faible, à l'évidence, il est trop faible, et il est vrai que, en ce qui concerne la France, nous nous sentons un peu seuls, mais c'est important, je crois, que nous renforcions nos actions, mais surtout il faut arriver à convaincre les autres pays européens et de la communauté internationale de prendre beaucoup plus au sérieux le risque qui s'est plutôt approfondi ces derniers temps.